Bien. J'ai relancé le direct parce qu'apparemment il y avait comme d'autres disent, on signalait, donc j'ai dû recommencer le direct. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend là? S'il vous plaît, envoyez des cœurs. Quelqu'un me recommande de demander aux gens d'envoyer des cœurs parce qu'on signale. Envoyer des cœurs, envoyer des signes pour ralentir le signalement. Est-ce qu'on envoie des cœurs sur le direct de Facebook? Est-ce qu'on envoie des cœurs? Envoyez des cœurs s'il vous plaît. Moi personnellement, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne sais pas si mon autre téléphone les voit. Donc, bref, je continue. Je pense quand même que vous êtes là. Je vous demande une dernière fois. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Confirmez que vous êtes là et que c'est bon, que tout va bien. Vraiment, un fou aussi lucide. Ça, c'est une très belle phrase, une très bonne phrase. Un fou aussi lucide. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'étais au niveau je décrivais euh, la bastonnade que je subissais là-bas. Ils m'ont donc tapé comme ça. À un moment, l'enquêteur me tire de la chaise et me fait asseoir au sol, de tendre les pieds. Je vois qu'il prend la machette. Quand il prend la machette, je ferme les yeux, je continue de supplier. J'entends quand même la voix de l'officier Lamine derrière qui essaye d'apaiser les choses, de dire, non, toi aussi, dis juste que tu as compris, dis que tu as compris, non, n'est-ce pas, tu as compris, non, c'est bon, tu as compris, non, tu as compris, non. En fait, c'est comme s'il voulait que tout le monde s'accorde rapidement sur le fait que j'ai compris. Même comme je disais que j'ai compris, même comme ils entendaient que je disais que j'ai compris, pardon, tout ce que vous voulez, pardon, je ne vais pas déranger, je ne vais plus appeler qui que ce soit. Donc, et pardon, patientez un peu. Euh, Pardon, donnez-moi juste une seconde. Je vais devoir peut-être mettre le direct en pause pour 2 secondes. Je fais rapidement une transaction et je reviens. Je vais essayer de sortir juste de la page sans me déconnecter et je reviens. Restez en ligne, s'il vous plaît. Bon, je suis de retour. Je vais évoluer. euh, je vais évoluer et essayons de conclure. Bon, je ne suis pas censé être bref dans ma démarche. Je rappelle que ma démarche, mon direct de ce soir, c'est déjà d'abord pour rappeler le contexte de tout ce qu'on voit, le noircissement de mon image dans les réseaux sociaux ces derniers jours-ci et la dénonciation surtout du problème. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la dénonciation de ce que j'ai vécu là-bas. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est censé être fait. Donc, je dénonce. Quand ils ont fini de me battre et de menacer d'arracher, parce que c'est quand il est en train de vouloir arracher mon notaire avec la pince que l'officier Lamine se sent obligé d'arrêter sa main pour lui dire non, c'est pas nécessaire, il a compris. Il s'est fait même blâmer là par le commissaire, il s'est fait un peu blâmer par le commissaire là qui lui dit comme c'est ton ami, etc. Il lui dit non, ce n'est pas mon ami et tout. Non, il a compris, comme lui-même il dit qu'il a compris. Tu as compris? Non, oui, lui, il essaie aussi un peu de me menacer là. Bon, bref, je suis un peu vague sur cette partie qui n'est pas très intéressante. Disons que il a arrêté de me torturer net au moment où l'enquêteur avec sa pince sur mon orteil. C'est comme ça que le commissaire donne l'instruction à l'enquêteur de terminer mon audition en se rassurant que je dise ce qu'il faut et qu'après ça, il peut me mettre en bas, c'est-à-dire il peut me mettre en cellule et il précise en cellule qu'on m'envoie au Kosovo. Je n'ai pas compris d'abord sur le coup. Bon, tout de suite après, il sort du bureau avec l'officier Lamine. Je reste avec l'enquêteur. Non, il sort du bureau seul. Je reste avec l'enquêteur ou mais l'officier Lamine. L'enquêteur ne me pose plus de questions. Je rappelle qu'on s'est arrêté à 2 questions.
que j'ai répondu. Il ne me pose plus de questions. Après, il imprime une audition. Je me souviens, l'audition devait avoir 3 ou 4 questions parce que la dernière question, c'était je ne, je n'ai plus rien à dire. C'était ça, soi-disant ma réponse, c'était je n'ai plus rien à dire. Donc, il me fait, je signe la déposition. Moi, j'avais déjà parfaitement compris dans quel scénario, dans quelle situation j'étais et je ne vais pas avoir froid aux yeux de vous le dire. J'étais dans un passage à tabac parce que je représenterais une limite, je sais pas, une limite à la démarche de ma sœur, c'est-à-dire à ce que ma sœur veut faire. Si elle me voit sur son chemin, alors elle me montre qu'elle a les gros bras, qu'elle est forte. Mais ils précisaient, le commissaire là-bas précisait et à leur dit, ça se comprenait que c'est le statut de son mari qu'ils sont en train de défendre, que c'est son statut et que c'est par rapport à son statut et le mien, que moi je suis un cafard, que si lui se sent un peu inquiété ou embêté, si c'est même pas inquiété, s'il se sent embêté par moi, eux, ils vont m'éliminer simplement et que après tout, je ne vais manquer à personne. C'est comme ça que je pars en cellule. On me déshabille, j'entre en cellule avec mon sous-vêtement. Quand j'entre en cellule, on m'invite à aller prendre d'abord une douche avant d'aller au Kosovo. Donc je prends la douche. Bref, quoi qu'il en soit, je suis resté en cellule. J'ai passé toute la nuit en cellule jusqu'au lendemain. Le lendemain, à ce moment-là, j'avais une bosse de ce côté-ci avec un truc, enfin un trait un peu ouvert là. J'avais des marques au bras et je ne marchais pratiquement pas. Donc pour poser le pied, ça n'allait vraiment pas. Surtout au niveau du pied droit. Le lendemain, donc, le matin, l'enquêteur où m'est venu, il m'a fait sortir de son bureau, mais j'ai compris qu'il venait regarder les marques sur moi, voir comment mon corps se présentait. Il m'a remis en cellule. Il m'a fait sortir du bureau en tout ce jour, je crois, 3 ou 4 fois. La dernière fois qu'il m'a fait sortir sortir de la cellule, c'est le soir, où on va dans le bureau du commissaire. Il m'amène dans le bureau du commissaire. Et quand j'arrive, la question que le commissaire me pose, c'est j'espère que tu m'as bien compris maintenant. J'espère que tu m'as bien compris maintenant. Tu n'es qu'un petit cafard et il suffit d'un qu'on t'écrase seulement comme ça, tu disparais. Si j'apprends encore... Ah, je veux d'abord préciser que quand il me mettait en cellule, il a demandé à ce que je ne dise pas là-bas en cellule pourquoi je suis là. Que si les autres gardés à vue me demandent, je réponds que non, c'est pour un problème de moto. Heureusement, je n'ai pas vraiment eu le temps qu'on me pose cette question. Mais j'étais préparé quand même à répondre déjà ça, qu'un problème de moto. Et puis, on a cru que je suis avec la personne. Pourtant, moi, je ne connais pas. C'est comme ça que j'avais aussi mis dans ma tête que je vais dire en cellule. On va dans le bureau du commissaire, donc, qui me recuisine et veut se rassurer que la mayonnaise est bien passée. C'est-à-dire que j'ai bien compris la leçon et les personnes que je devais craindre, à savoir ma sœur et son gars, que je devais les craindre. En fait, c'était ça. Je l'ai rassuré que oui, j'ai compris la leçon. Et voilà, il a demandé à ce qu'on lui donne ma déposition. Quand l'enquêteur lui remet ma déposition, il trouve que la déposition là n'est pas pertinente, donc il la rejette. Il a demandé à l'enquêteur de reprendre ma déposition et qu'il ne doit même pas hésiter à me bastonner si c'est que je ne dis pas ce qu'il faut. Il a encore précisé à l'enquêteur, attends, écoute-moi très bien, je te dis, avec lui, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiment. Tu le bastonnes correctement comme tu veux, jusqu'à ce qu'il te dise ce que tu veux mettre dans la déposition. Voilà comment il s'exprime à l'enquêteur. Après avoir essayé de trouver un espace, comme il se faisait à là où on pouvait me faire l'audition, finalement, on revient dans son bureau et l'enquêteur semble ne pas comprendre en fait les mots qu'il veut que le commissaire voudrait voir dans ma déposition. C'est comme ça que le commissaire lui-même, finalement, il prend la machine, il ressaisit la déposition seul. L'enquêteur était même déjà sorti de son bureau, il ressaisit seul, il imprime, il me donne, je lis. Il me donne, je signe. Je signe. Quand je finis de signer, il me ressermonne. Il sort mon téléphone portable donc qu'ils avaient pris la veille de sa poche et il le manipule. Je me rends compte qu'il n'a pas eu besoin de mettre le code. Donc ils ont même déjà annulé mon code dans mon téléphone et il le manipule. Pendant qu'il me sermonne, j'avais déjà fini de signer la déposition. J'attendais juste qu'il me libère que bon, c'est bon, tu peux partir. Ou bien tu retournes en cellule. Je ne savais pas ce que je devais faire. Mais là, il me sermonnait encore. Tu regardes toi. Tu étais un millionnaire, tu avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vraiment, regarde comment tu es tombé. Tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Tu te retrouves même en train de demander 1000 francs
à ta copine, parce qu'il m'a demandé la conversation avec ma copine. Je lui ai dit, le nom n'est pas enregistré, mais voilà le numéro. Il est entré, il a regardé, c'est comme ça qu'il regarde, il me regarde, il secoue la tête, il se moque de moi et il me rabaisse avec des mots. Il fouille la conversation jusqu'à tomber sur les nudes de ma copine. Il me regarde, il sourit, il me dit que c'est pour ça que tu es prête à tout. Que c'est pour ça que je suis prête à tout pour avoir la grande vie, etc. Sur le coup là, j'étais choqué, je me sentais comme si j'étais violé. Mais il fallait que je reste dans ma position du sujet qu'on malmène. Je l'ai supplié, je lui ai dit vraiment, s'il vous plaît, ce n'est plus au commissaire que je m'adresse à l'homme. Pardon, j'implore la dignité d'homme. Sortez de cette conversation-là. Si vous voulez aller fouiller le téléphone partout, mais sortez de cette conversation-là. Il s'agit de l'intimité avec ma copine. C'est la mère de mon enfant. Vous ne pouvez pas regarder et avoir cette réaction devant moi. Il a continué à regarder tout. Je suis resté tranquille, j'ai serré le cœur, j'ai digéré. Quand au final, il a demandé qu'on lui remette, je crois que c'était mon bon de garde à vue, il a signé la levée de garde à vue et il m'a donné 7500 en 3 étapes. Il me tend d'abord 2000, il me dit d'abord que je suis libéré. Je dis merci, je fais aussi mine de celui qui a compris, vraiment celui qui ne veut pas déranger là. Merci, je vais partir. Après, il me dit, où tu es là, tu as même 100 francs. Tu n'as même pas 100 francs où tu es là. Je lui dis, c'est vrai. Après, il me dit que je te donne 2000. Je lui dis merci. Il me demande pourquoi je souris beaucoup. Je lui dis non, quand on donne l'argent, c'est toujours bien. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est mauvais. Il prend encore 500, il l'ajoute. Donc, c'est comme s'il était en train de faroter quelqu'un qui lui faisait la talakou. Il me donne en 3 temps 7500. Je me fais accompagner par l'officier Lamine qui me dit vraiment, écoute, voilà tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi. Tu es un grand garçon, tu as tes enfants, il ne faut pas que tu te mettes dans des situations par rapport au point de la famille. Même si ta sœur fait quoi avec ta mère, même si ta sœur a dit quoi avec ta mère, c'est ta sœur, tu les laisses, elles vont savoir comment elles vont s'arranger et tout. Donc vraiment, comme tu parles, ne l'appelle plus, va, essaie de prendre ta route, de faire tes choses, en gros, avec de jolis mots, essaie de disparaître. C'est pour ça que quand je suis venu faire le poste, j'ai commencé par présenter mes excuses à l'officier Lamine. Parce que jusque-là, quand même, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est resté quand même homme et sain dans tout ce qui s'est passé. J'ai compris que si c'est lui qui avait la décision, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais il s'est retrouvé dans le bateau et dans l'effectif de ceux qui avaient la mission de me faire quelque chose. C'est comme ça que je rentre. Quand je rentre, j'arrive chez moi, à Douala, j'arrive chez moi, j'appelle ma copine qui avait essayé pendant 2 jours de me joindre, je l'appelle et elle me fait comprendre que justement elle venait d'avoir mon petit frère qui lui a dit que Nathalie m'avait fait arrêter et que de toute façon, lui, ça ne l'intéresse même pas parce qu'ils sont au courant, donc eux, ma famille, ils sont au courant de nos conversations avec ma copine et qu'on sabote la famille. Quand elle me dit ça, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, si le commissaire qui avait mon téléphone, ma famille est au courant, ça veut dire que le commissaire rendait compte à quelqu'un de ce qui était dans mon téléphone. Et donc, ça ne pouvait être que à ma sœur. Et puis voilà. Parce que le commissaire ne va pas appeler mon petit frère. C'est ma sœur qui va appeler mon petit frère parce que cette période-là, vu qu'elle était en froid avec maman, ce n'est qu'avec lui apparemment qu'elle parlait. Et j'appelle aussitôt ma mère pour savoir ce qu'on lui aurait dit. J'appelle ma mère pour savoir ce qu'on lui aurait dit et tout, pour savoir s'il y a quelque chose, peut-être une information qu'on a déformée, parce que je sais que dans le contenu de mon téléphone, je n'ai rien de malsain vis-à-vis de qui que ce soit de ma famille, rien. Et quand quelqu'un va essayer de publier quelque chose dans ce sens, je vais publier le contraire, je suis sûr et certain, parce que je suis dans la démarche de la vérité, je dis la vérité et j'ai la réalité pour interpréter, pour exprimer, pour manifester ma vérité. Donc, ma mère également, par ces mots, je comprends que oui, en effet, elle est au courant, quelqu'un l'a informé du contenu de mon téléphone, mais malheureusement, c'était dans un sens qui était censé l'amener à prendre des distances vis-à-vis de moi. Le lendemain, finalement, je laisse là, je vais dormir. Ma copine me demande qu'est-ce qui s'est passé, tu étais où? Je lui dis non, c'est-à-dire je l'embrouille. Je n'en parle à personne, silence radio. Je fais toute la semaine
tous ces jours-là, j'essaye d'avoir une vie normale. J'essaie même d'avoir une vie même plus normale que ce que j'en avais avant. J'appelle régulièrement à petit sœur, tu fais quoi? Tu es où? Viens, on sort, viens, on tourne, viens me prendre, on se voit, viens, viens, viens. J'appelle tout le monde jusqu'à X heures pour essayer d'évacuer, de passer à autre chose, de faire comme si ça n'avait jamais existé. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas vous mentir, je vous traduis le fond de ma pensée. Me retrouver dans une situation où c'est ma propre sœur qui me fait battre pour que je la craigne, c'est quelque chose d'hyper choquant. Et surtout par rapport à quoi? Parce que je venais revendiquer un acte encore dans ce sens qui était négatif. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça a bugué. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parle. Ok, d'accord, super. Merci. Donc, j'essaye de vivre pendant une semaine, passer à autre chose. Je prends même mes pieds, je reviens à Yaoundé. C'est-à-dire, je fonctionnais comme si je suivais mes sens. Si j'avais l'impression que je pouvais être à l'aise dans un environnement, alors je me levais aussitôt, j'essayais de partir. J'essayais vraiment de m'éloigner de cette réalité-là. Jusqu'à ce que je réalise en vérité que je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas, parce que je vois que ça m'empêche de vivre. C'est pour ça que je me dis, mais je ne peux pas m'empêcher de vivre parce que j'ai peur de mourir. Je ne peux pas. Et au point où les choses en sont, je suis exposé, je suis terriblement exposé. N'importe quoi peut m'arriver, peut-être même, je sais pas, n'importe quoi peut m'arriver et on ne saurait pas, on en saurait rien, on ne saurait pas, on ne saurait rien. Peut-être je suis même beaucoup plus exposé maintenant à des dommages physiques, à la mort, à tout ça, que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Peut-être je suis exposé, c'est comme ça que je quitte, je rentre à Yaoundé. Je décide alors de parler à ma mère. Mais quand je parle à ma mère, je lui fais un message et je lui dis vraiment, voilà ce que j'ai vécu par rapport à ta fille et tout, et tout, et tout. Moi, vraiment, je ne veux pas être l'épée par laquelle les gens vont venir couper la tête de ta fille. Donc, je vais essayer de vivre avec, je vais passer à autre chose. Ça, c'était vendredi soir. Je pars, j'essaye de dormir cette nuit-là. Ça a été la nuit la plus horrible de ma vie, je pense. C'était une nuit horrible. Je n'ai pas pu dormir à tel point que je me suis levé avec une colère et une rage que non, je ne peux pas, je vais dénoncer. C'est trop lâche. C'est trop lâche ce que j'ai subi. C'est franchement trop lâche. J'ai des enfants. Je suis moi-même un jeune. On est en train de se, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver véritablement un argument à part la peur de mourir qui me ferait garder ça pour moi. C'est comme ça que je prends dans mon téléphone euh, quelqu'un, je prends dans mon téléphone et je me dis, bon, je vais écrire à un lanceur d'alerte. Je vais je recherche les lanceurs d'alerte que je connais, j'en retrouve, enfin, qui sont réguliers, j'en retrouve deux, je leur écris en assumant, je leur dis, voilà, je suis tel, j'ai vécu telle situation et tout, et je voudrais que ça soit dénoncé. Ils m'ont demandé les preuves. Je leur ai envoyé quelques extraits audio qui permettent quand même de comprendre de quoi il s'agit. Je leur ai dit, c'est moi, c'est mon numéro et j'assume. Et de toute façon, je vais également mettre ça dans ma page. Donc, c'est ma réalité, c'est ma vie, c'est mon expérience que je veux partager et j'assume. Ils m'ont demandé de leur envoyer les preuves de tout ça. Je leur ai dit non, je ne peux pas parce que j'ai également porté plainte et ça peut déranger. Je m'intéresse au niveau de la dénonciation parce que peut-être quelque part, il y a des gens qui subissent ça. Ça, c'est ce que je me dis. Peut-être quelque part, il y a des gens, même pas peut-être, il y a certainement des gens qui subissent ça quelque part qui n'ont peut-être pas l'occasion ou bien n'ont pas eu la résolution que j'ai eue, c'est-à-dire cette énergie que j'ai eue là subitement que voilà, je vais dénoncer. Peut-être qu'ils n'ont pas. Bon, quand il me dit qu'il n'a pas eu, s'il n'a pas de preuves, il ne peut pas publier. Je lui réponds que je comprends. C'est tout à fait normal, mais qu'il me comprenne aussi. Je ne peux pas lui donner plus. Néanmoins, il a toujours mon respect pour ce qu'il fait. C'est comme ça que je n'insiste pas. Je viens sur ma page et je publie.
Je commence à publier. J'ai subi une arrestation dans la journée de lundi, le 15 avril, aux alentours de 14 heures à tel niveau, alors que c'était parti pour un entretien avec ma soeur sur un problème familial. Quand j'ai publié ça, tout ça a alerté, tout le monde s'est alerté. On m'appelle, je reçois des appels, je reçois des... Bref, tout le monde s'est alerté. Et quand on s'alerte, directement, il y a une page, un congrès, quelque chose et tout, qui publie un enregistrement audio de ma mère qui cause apparemment avec ma soeur et qui dit, mais non, moi, est-ce que j'ai déjà été frappé? C'est-à-dire, j'ai encore doublement eu peur de ma soeur à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est quel pouvoir qu'elle a? Son pouvoir va jusqu'où? Qu'est-ce qui se passe? Je reprends maintenant, moi, ma conversation, mon audio, je publie. Je ne publie qu'une toute petite partie, parce que si je publie tout l'audio, je n'aurai même plus besoin de m'exprimer. Absolument plus besoin de m'exprimer. Les concernés vont peut-être s'exprimer entre eux ou je ne sais pas, je n'aurai plus besoin de m'exprimer. Je publie dans une partie de l'audio qui rapidement dément l'autre. Pourquoi je publie? Pourquoi je commence à publier les intimités? Parce que moi, jusque-là, je dénonçais. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction, mais en off, pas sur les réseaux sociaux, qu'il y ait une réaction et que je sois rassuré que, ok, ma procédure, elle est connue et elle est correcte et ce n'est pas ce que j'ai peut-être craint ou pensé là. Mais ça n'a pas été le cas. Quand j'ai publié l'audio contraire, sur les propres pages de ma sœur, elle a commencé à publier tout ce qui... C'est-à-dire, elle ne m'a pas appelé pour me demander, mais j'entends que tu étais là-bas, on t'a fait ceci. Non. Personne ne m'a appelé pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis que tu as fait ceci. C'est-à-dire, c'est à personne dans la famille que des... Bon, à part ma petite sœur, avec qui j'ai quand même parlé encore aussi, que des tierces personnes qui m'ont quand même demandé qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer à se prononcer. Donc là, dans la foulée, ma sœur publie plein de messages négatifs. Je pense que vous connaissez, vous avez les captures, plein de captures. Et je vois également mon petit frère qui publie également un truc comme quoi c'est faux, il n'a rien eu. Je suis à Douala, tu es à Yaoundé, je ne sais pas, mais tu sais que je n'ai rien eu. Quoi qu'il en soit, je réalise la profondeur de quelque chose de très dangereux. C'est comme ça que, au fur et à mesure qu'on essaye de dire quelque chose de négatif sur moi, je publie l'évidence qui prouve le contraire. Je publie l'évidence qui prouve le contraire, jusqu'à ce que, en particulier hier, ce blogueur que j'avais essayé de contacter, parce que le début de son paragraphe est correct, mais tout le reste c'est une poésie, c'est comme on dit, arrangement. C'est un arrangement, c'est comme si voilà, on veut créer quelque chose et puis. Mais si on ne lit pas seulement le texte, mais qu'on commence à poser les questions à chaque truc que le texte dit, on va se trouver qu'on est quelque part on arrive dans un environnement insensé. Pourquoi est-ce qu'il veut menacer? Pourquoi est-ce que prise en charge? Mais qu'est-ce qu'il dit même d'abord qu'il a toujours été pris en charge? Est-ce que c'est ce que nos cerveaux ont toujours imaginé et qu'on a vu que bon, comme c'est le leader, oh, tous ses frères sont pris en charge et il court sur, c'est elle qui, je sais pas, qui sont pris en charge? Est-ce que on a l'expérience de moi que je suis un jet-setter, que je monte, je descends, je fais la fête, je bois le champagne, je bois le vin, je ne sais pas, quelqu'un qui aime la vie? Non. Est-ce qu'on a l'impression que je suis tout le temps chez ma soeur ou tout le temps chez quelqu'un de ma famille? Non. Donc, quand on lit, si vous relisez ce joli poème que ce monsieur a écrit, peut-être il a fait son business d'abord par derrière, parce que quand tu as une information, je pense que c'est logique. Si tu as une information qui peut mettre à mal quelqu'un, tu peux t'entendre avec lui. Et si vous vous êtes entendu, si vous avez fait du business, tu vas aller faire semblant de dire quelque chose, mais qui ne l'éclabousse plus, c'est-à-dire tu vas te débarrasser en fait de ça, mais sans l'éclabousser, en essayant plutôt de l'arranger un peu. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, les pièces de la voiture, que j'aurais fait quoi avec les pièces de la voiture, la seule transaction de véhicule qu'il y a eu entre ma sœur et moi, c'est un véhicule que j'avais acheté. Et j'avais acheté ça justement, c'était même sur un coup de tête parce que le jour où on m'informe qu'elle vend ça et tout, ce n'était pas en très bon état. Je me suis dit, moi, je vais mettre ça en location. Donc, j'avais acheté le véhicule. La deuxième chose, c'est qu'on parlait de 50 millions. C'est que j'ai pris quoi? Qui a fait quoi? 50 millions.
Je suis sûr que même, je suis sûr et certain que même les personnes, je sais pas, les grands derrière qui vous avez, peut-être ma sœur s'est révélée, ne font pas des levées de fonds de 50 millions pour leur petit frère. Donc je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai survolé ça comme ça là. 50 millions, en tout cas le 50 millions là est injustifié, ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas trop ce qu'il a encore dit après. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'attarder sur ces dits. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, tout ça, c'est une campagne de décrédibilisation. Il faut me faire passer pour fou, il faut me faire passer pour mal intentionné, pour que je ne dise pas ce qui peut entacher, pour que je ne raconte pas réellement mon histoire, qui peut entacher quelqu'un. Heureusement, après tout ça, aujourd'hui, j'ai pu commencer mes auditions. Malgré que les derniers jours, si j'évitais, je me cachais, j'évitais de prendre des appels, je ne communiquais que par WhatsApp. J'essayais vraiment de disparaître. J'attendais au commencer au moins les auditions, faire la déposition et que bon, maintenant je peux marcher dehors. Si je meurs, les autorités savent que voilà où mon problème est venu ici et l'opinion publique sait également ce que j'ai dénoncé. Pas pour faire les problèmes à quelqu'un, pas pour mettre quelqu'un mal, parce que ce n'est pas moi qui mets quelqu'un mal. C'est quelqu'un qui a posé des actes ou un acte, et puis voilà, chacun assume ses actes à son niveau. Donc, je dénonce, je suis allé ce matin, donc j'ai passé toute la journée, j'ai fait ma déposition. Je ne vous détaille pas. Je n'étais pas seul, j'étais avec les deux accusés. Ils sont venus, on les a fait venir de la ville pour cette ouverture, pour nous entendre. Et heureusement, la suite de notre entente a conduit à l'ouverture d'une enquête approfondie sur tout ça, sur tout ce que j'ai cité, les différents acteurs, les intervenants, les témoins de loin ou de près et tout. Et vraiment, j'y tiens, j'y tiens. Je tiens à comprendre déjà, est-ce que c'est normal que je me sois fait battu? Est-ce que c'est normal qu'on me bastonne? Deux, qu'est-ce qui justifie qu'on me bastonne avec ces outils-là? Trois, à qui profitait le résultat de ma bastonnade, donc la crainte qu'on a voulu mettre dans moi, à qui est-ce que ça devait profiter? Parce que si c'est le commissaire Laté qui est le responsable, alors qu'il faut qu'il assume la responsabilité. Mais si le commissaire Laté l'a fait sous le mandat de quelqu'un, je voudrais remonter jusqu'à la personne et que la personne assume la responsabilité. Peu importe qui est cette personne, je dis peu importe qui est cette personne. Moi, je veux dénoncer et je voudrais que les choses se passent correctement et aillent jusqu'au bout. S'il vous plaît, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de diffamation, il y a toujours, dans une situation comme celle-ci, surtout que vous savez qu'il y a des fans, vous savez également qu'il y a des personnes qui ont leur intérêt direct derrière les personnes qui sont mises en cause. Je comprends. Mais il y a ma vie. Il y a ma vie, il y a ma santé, il y a ma crédibilité. Mes choses se sont empirées parce que jusque-là, mes problèmes même que j'avais déjà résolus et les personnes avec qui j'avais réussi à avoir comment je veux dire, une compassion que bon, ok, patiente, on va patienter, que tu relances ceci et on va faire. Lorsqu'ils ont vu, on a titré dans les réseaux sociaux que je suis un escroc et que les ceci et que les cela et que même la seule personne qui se serait toujours souciée de moi sur terre, je suis au point où je vais maintenant la tuer et que je me drogue pas, je le précise, et que je me drogue et que si et que ça, ces personnes ont remis totalement en doute ma crédibilité. Je ne peux plus leur dire quoi que ce soit. Je suis même arrivé au stade où quand je vais pour faire une réservation d'hôtel, parce que j'ai fait un déplacement hier, je vais y en venir pour faire une réservation d'hôtel, on essaie, après on me regarde deux fois, on me demande de payer d'abord. J'ai subi ça. Avant d'arriver aujourd'hui, je suis allé faire ma déposition. Il s'est passé quelque chose entre avant-hier soir et hier matin. Avant-hier matin, autant pour moi, avant-hier matin, je me suis fait appeler par ma grande sœur. Après que j'ai eu mes réactions sur les réseaux sociaux en clarification de la mauvaise communication que les autres avaient déjà commencé à faire sur moi, là, notamment cette page de Congossa là. Elle m'a appelé et je ne vais pas détailler notre conversation, je vais l'expliquer.
Elle m'a appelé, j'ai vu qu'elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, elle a même fait des messages qu'elle a encore supprimés, elle a essayé de m'appeler pendant toute la nuit, le matin finalement elle m'appelle et elle me dit, elle veut parler avec moi en fait, on se met à parler, mais sauf que quand on parle, il y a trois choses qui ressortent. La première chose c'est que elle commence à tirer sur tout le monde, voulant me faire croire que c'est maman, c'est elle, c'est ma petite soeur, c'est mon petit frère, ce sont ses ennemis, c'est tout le monde qui ont chargé son imagination et tout ce que ça comporte, comme quoi je veux en découdre avec elle, je veux la tuer, je la déteste. Bon, moi, ça ne me prend plus, parce que je connais déjà le personnage, ça ne me prend plus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait en sorte que tu me vois, ou bien que ce n'est même pas que tu m'as vu comme ça, c'est même pas ça, c'est que c'était un rappel de force, point barre. Donc, ça ne me prend plus. Elle a utilisé elle a beaucoup parlé, elle parlait beaucoup plus par rapport à moi. Quand j'essaie de parler, elle me fait parler beaucoup. Bon, je savais qu'elle m'enregistrait et je lui ai dit que moi également, j'enregistre notre conversation. Donc, parlons, on parle ouvertement. Finalement, elle a tenté elle a mentionné un arrangement qu'on trouve, il faut qu'on s'accorde et on trouve comment sortir du problème. Je lui ai dit, moi, je suis d'accord. Parce que déjà, je ne suis pas quelqu'un des médias, je ne veux pas les problèmes, j'ai déjà assez de problèmes comme ça et tout que je gère. Et les problèmes ne sont pas bien, notamment pour toi, notamment pour qui que ce soit. Mais il faut que vous compreniez que j'ai véritablement subi ces sévices là-bas et que ce type doit répondre de ses actes. On parle et après on se rejoint que bon voilà, pour qu'on ait donc une bonne conversation sur comment est-ce qu'on peut s'arranger. Il fallait que je me déplace. Comme elle n'est pas à côté, comme on ne peut pas se voir, je me déplace, je vais dans un endroit inhabituel, mais qui est sécurisé, où je peux m'exprimer sans crainte de quoi que ce soit et que sans qu'elle aussi elle ne craigne quoi que ce soit. Chose que j'ai faite. J'ai fait le déplacement, je me suis déplacé, je suis allé dans un hôtel et on a passé toute la nuit à parler. Mais je suis déçu, sauf que quand je parle, on a passé toute la nuit à parler par téléphone. Mais je suis déçu. Sauf que je suis déçu parce que quand on parle, je me rends compte que elle veut m'amener à venir dire dans les réseaux sociaux qu'elle n'a pas posé tel acte et, et arranger son image avec une approche, vraiment qui minimise mon intelligence. Je prends quand même sur moi, j'essaie de lui faire comprendre qu'écoute, la situation est très compliquée. La situation est très compliquée. Il ne faut pas seulement regarder ça. Il faut prendre le problème dans tout son ensemble. On ne peut pas le résoudre en partie. On doit l'arrêter et sortir de là. Maintenant, moi, à mon niveau, j'ai été menacé et avec mes réalités que tu connais, voilà, je suis entre deux villes, je ne suis pas très stable. J'ai déjà d'abord des personnes qui ont été, avec qui la confiance a été un peu écorchée, même si elles m'ont encore accordé un minimum de reste de confiance. J'ai tout ça qui s'implique et je me retrouve menacé de mort. Je l'ai pris plein d'arguments pour lui expliquer, pour lui faire comprendre ma situation. Elle a compris ou elle a fait mine de comprendre, mais au final, on n'a pas trouvé un accord parce que ma démarche était que, vu qu'elle est impliquée, même si ce n'est pas elle qui a corps, même si c'est elle, je ne sais pas, ça c'est l'enquête qui va dire, vu qu'elle est impliquée dans ce que j'ai vécu et que les conséquences de ce que j'ai vécu rejaillissent sur tout le monde, elle peut être un acteur dans la démarche de la résolution de tout ça. Elle peut être un acteur dans la démarche de la résolution de tout ça, mais elle s'est positionnée comme acteur dans la démarche de la résolution de son image dans les réseaux sociaux, dans son image. On n'a pas pu s'accorder. Et donc, aujourd'hui, je suis allé donc à mon entretien le matin. J'ai passé toute la journée, etc. Et donc, voilà, il fallait que je fasse cette vidéo pour aller un peu loin. J'espère que je n'aurai pas besoin, avec d'autres choses sales ou qu'on pourrait dire sur moi, je n'aurai pas besoin d'aller encore très loin derrière dans ma vie. Permettez-moi, s'il vous plaît, avant de conclure, en conclusion, pardon, permettez-moi, s'il vous plaît, en conclusion, de vous repréciser le contexte.
je ne fais une sortie médiatique, je fais la sortie médiatique d'abord en premier pour dénoncer. Quand on lance une campagne pour salir mon image et donc remettre ma parole, enfin anéantir ma parole, je me sens obligé de prouver. C'est pour ça que je prouve dans les médias. Après, on intensifie la campagne et maintenant on sort du contexte. On veut faire croire que la grande sœur a voulu se ranger et se marier et changer de religion, enfin, et prendre une religion et que la famille accrochée à sa poche s'en veut parce qu'on veut la laisser toujours dans... On voudrait qu'elle reste dans une situation où elle va... Non, je n'arrive même pas à dire ça. Même si avec tout ce qui s'est passé, je suis étonné de la réaction de ma mère. Je n'arrive pas à laisser qu'on puisse la salir comme ça, que c'est une mère qui envoie sa fille faire quoi. Et ce monsieur qui s'est permis de dire que, je crois qu'il a posé une question à un moment, quand on évoque le nom de Nathalie, vous pensez à quoi? Donc, il est parti d'un argument péjoratif pour la qualifier, pour conclure que c'est une grâce et une bénédiction pour elle d'avoir quelqu'un. Moi, ma réponse à ça, c'est que c'est non. La manière dont lui, il la voit, c'est son foutu problème. Nous, on la voit comme on l'a toujours vu, et comme j'ai toujours vu mes frères et ma sœur et tout le monde. C'est un bijou. C'est un bijou qu'il faut seulement qu'il soit entre de bonnes mains pour être révélé. C'est tout, c'est la vérité. Et on ne va pas, on n'a jamais eu la culture d'aller d'accepter une réalité, d'aller dans un mariage parce que on se dit que si on ne fait pas ça, on n'aura pas le choix. Je sais pas, je préfère être terre à terre. Je ne la vois pas être dans une démarche que, comme c'est l'homme qui est venu pour l'épouser, alors on devait lui rendre grâce et le bénir et tout. Non, on bénit leur union, on bénit leur mariage. On ne rend pas grâce à l'homme parce qu'il est venu. Non, ce n'est pas une grâce qu'il nous fait. Ça n'a même aucun impact sur nous. On ne peut que bénir leur union parce qu'on les voit bien. Ça, c'est ma réponse à ce que ce monsieur a dit. Il a également dit que présenter la situation comme quoi nous sommes, moi en particulier, moi qui suis le chef bandit, le diable le plus détestable de la terre du Cameroun, etc. Je suis, comme j'ai tout perdu et comme je ne peux plus me relever, maintenant je m'accroche à ma soeur et j'essaie de lui faire du chantage, etc., etc. Non. Je pense que, je vais vous dire ça, mais ça n'aura pas d'impact parce qu'ils ne sont pas là, ils ne vont pas dire oui, j'étais là, j'étais mal. Mais je vais quand même me permettre de le dire. Je pense que ceux qui m'ont côtoyé dans tout mon parcours, que ce soit en entreprise ou partout, ont toujours su que je suis un bosseur. Je ne triche pas. Je suis un bosseur et je sais partir de tout petit comme ça pour évoluer. Donc, chuter, ce n'est pas la première fois que je chute. Chuter, c'est une expérience, j'apprends. Mais ce qui est plus important, ce qui est plus difficile, c'est de me relever. Et c'est ça que je fais et que j'y arrive. Et je suis sûr que j'y arriverai. Vous avez mon nom dans les réseaux sociaux. Que Dieu me prête vie, vous l'aurez. Dans un autre contexte, vous aurez toujours mon nom. Je connais mon cœur, je connais mes projets, je connais ma force. Les décisions de choix de vie des uns et des autres n'ont jamais été la raison de tout ceci. Jamais. La raison est très simple. Je la donne, je l'assume. La raison est très simple. Ma grande sœur a posé un mauvais acte. Elle est restée braquée dans sa posture, malgré le temps, malgré tout, malgré qu'il s'agissait de sa mère. Je suis venu pour lui dire, va voir ta mère arrangée. Elle s'est sentie peut-être challengée par un microbe. Et donc, elle me fait arrêter. Tout ce qu'elle dit, même à elle, je lui dis, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle me fait croire que c'est elle qui a dit, que c'est elle qui lui a fait comprendre que je marche avec des bandits et tout, je ne sais pas trop quoi là. Je n'y crois pas. Et ça ne peut plus m'embrouiller. Ça ne peut absolument plus m'embrouiller. Nous sommes des adultes. Posons des actes et assumons-les. Le dernier petit chapitre de ma conclusion que je vais aborder, c'est par rapport à mon expérience négative des 2 dernières années. Je juge sur ma vie, comme je l'ai toujours fait. Je juge sur ma vie. Que des personnes avec qui j'étais dans tous ces engagements, ce sont des personnes que je voyais comme des... C'était une opportunité immense et je le pense toujours. Imaginez-vous avoir un effectif de plusieurs personnes qui ont le même train de vie, le même quotidien. Ce sont tous des jeunes entrepreneurs et qui arrivent à organiser leurs finances communes, à unir leurs finances individuelles comme ça, de manière à ce que, à des périodes, ça puisse servir à l'un ou à l'autre.
c'est quelque chose de génial et que moi j'encourage. Et vraiment, je le dis, dès que je vais finir, dès que je vais me relancer, que mes activités seront plus stables, je vais me remettre encore dans les tontines parce que face aux banques, face à certaines banques, c'est difficile pour nous de trouver des accompagnements, c'est difficile pour nous de planifier un projet. Mais avec les tontines et tout, c'est possible. Et c'est comme ça que je les voyais. C'était ça ma vision. J'étais même au stade où, lorsque je vais finir, je vais nous rassembler et on va souvent se donner mutuellement la force. C'est-à-dire vraiment garder cette petite famille très importante là pour le monde entrepreneurial. C'était ça. Je présente mes sincères excuses encore à ceux qui ont été blessés par ma négligence ou bien par un acte que j'ai posé. Je présente mes sincères excuses. J'ai toujours assumé les actes que j'ai posés et j'ai toujours refusé d'assumer ce qui n'était pas de mon ressort. Toujours. Pour le reste, je continue ma campagne, je continue ma dénonciation et je suis confiant et rassuré, surtout avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Pas que j'aurai gain de cause à la fin ou pas, parce que ça, c'est la justice qui va décider en fonction des éléments qu'elle aura certainement. Mais je suis confiant et rassuré de savoir que les institutions ici, ça fonctionne. Les institutions fonctionnent véritablement. Vous allez voir un bourreau qui, lorsqu'il est dans son cabinet, il est vraiment un bourreau en tout puissant. Mais quand il arrive devant ses employeurs, qui veut le mettre à nu sur une réalité, il devient tout petit comme ça. Je ne dis pas qu'il a fait une démarche vis-à-vis de moi qui devient tout petit, mais j'ai lu et je sais que ça fonctionne. Donc je suis disposé, je suis disponible pour l'enquête. Et si c'est permis, je vais me renseigner encore, mais si c'est permis et que c'est possible, je vais souvent vous en partager l'évolution. Merci pour votre attention et pour ceux qui ont voulu comprendre ce qui se passe. J'espère quand même que vous avez compris. Je prends juste une petite minute pour vous demander et voir vous répondre. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce que vous m'avez compris? Moi, je te crois. Oui, il faut me croire, c'est la vérité que je dis. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vous laisse reprendre vos vies et je continue d'aller me battre pour ce en quoi je crois. Merci encore.